On entend souvent que les ETF synthétiques seraient plus dangereux que les ETF à réplication physique, notamment à cause du risque de contrepartie, et que si cette fameuse contrepartie était amenée à faire faillite, alors vous perdriez tout votre argent. Le problème, c'est que très peu de gens savent comment ça fonctionne réellement. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ce qu'est réellement un ETF synthétique, ce qu'est un Total Return Swap, la différence entre un ETF synthétique financé et non financé, le rôle du collatéral et surtout quel risque vous prenez réellement. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc en opposition à un ETF à réplication physique, un ETF à réplication synthétique n'achète pas réellement les titres de l'indice qu'il est censé répliquer. Il obtient la performance de cet indice par un contrat financier qui s'appelle un Total Return Swap. Donc en fait, pour vous schématiser ça très simplement, au lieu d'acheter tous les titres du S&P 500, l'ETF il va passer un contrat avec une banque. Ce contrat stipulera que la banque va donner à l'ETF la performance du S&P 500 et que l'ETF lui donnera autre chose en échange. Et donc c'est ce contrat que l'on appelle un swap. Donc en fait un swap c'est ni plus ni moins qu'un échange de performance. Donc dans un ETF synthétique classique en Europe, l'ETF il détient un panier d'actions réelles qu'on appelle le panier de substitution. Il signe un contrat swap avec une banque et il échange la performance de son panier d'actifs qu'il détient contre la performance de l'indice qu'il souhaite répliquer. Et là, il y a un point fondamental à comprendre, c'est que le swap, il peut porter sur 100% de la valeur de l'ETF, mais le risque de contrepartie ne portera jamais sur plus de 10% et on verra plus tard dans la vidéo comment ça fonctionne et pourquoi. Mais déjà à cette étape, ce qu'il faut comprendre, c'est que le swap, il porte uniquement sur l'écart de performance entre ce que l'ETF détient et la performance de l'indice. Prenons un exemple. L'ETF S&P 500 que vous détenez dans votre PEA, on va dire qu'il a des actions européennes en portefeuille pour respecter la contrainte du PEA. On va dire qu'aujourd'hui, la performance sur les actifs que l'ETF détient dans votre PEA, ça a fait plus 2%. Et on va dire que sur cette même journée, le S&P 500, lui, il a fait plus 2,5%. Donc à la fin de la journée, en fait, il y a un écart de 0,5% que le S&P 500 a fait en plus que les titres que détient l'ETF. Donc la banque doit cette performance à l'ETF. Le swap, il porte juste sur l'écart de performance entre les deux paniers d'actifs et pas sur la totalité de la performance de l'indice. Et ça, c'est un point qui est fondamental à comprendre. On va rentrer dans un exemple encore plus concret. On va partir du principe qu'on a un ETF qui a un encours de 100 millions. Il signe un swap avec une banque pour la totalité de son encours, donc 100 millions. Donc le notionnel, il est de 100 millions, la totalité. Mais comme on l'a vu avant, le risque il ne porte pas sur ces 100 millions. Il va porter sur l'écart de performance entre les deux paniers d'actifs. Donc en fait, à la fin de chaque journée, on va se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et qui doit quoi à qui? Donc par exemple, aujourd'hui, combien la banque doit-elle à l'ETF? Ou alors, combien l'ETF doit à la banque? Si c'est le panier d'actifs de l'ETF qui a surperformé l'indice, ça peut être dans les deux sens. Donc là, on va partir du principe que c'est l'indice qui a surperformé l'ETF et que la banque doit 2 millions à l'ETF. Donc l'exposition, le risque réel, il est sur 2 millions et pas sur 100 millions. Donc le risque de contrepartie, en fait, il est égal à 2% de l'encours de l'ETF. Vous voyez, quand on explique ça comme ça paraît tout de suite beaucoup moins risqué que quand on croit que ça porte sur la totalité de l'encours. Et c'est pour ça que c'est absolument essentiel de comprendre ça. En Europe, on a la réglementation UCITS qui protège les investisseurs. Cette réglementation, elle stipule qu'une exposition bancaire ne dépasse pas 10% des actifs du fonds et 5% si la contrepartie n'est pas une banque. Et donc ce plafond, il s'applique bien sur le risque net et pas sur le risque notionnel. Donc dans notre exemple qu'on avait tout à l'heure, on était à 2%, donc on était largement en dessous des plafonds, que ce soit de 10% ou de 5%.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si l'écart se creuse entre les deux performances des deux paniers d'actifs? Et bien là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit il peut y avoir un appel de marge, soit il peut y avoir un ajustement du swap, soit il peut y avoir un ajout de collatéral ou une réduction de l'exposition. Dans tous les cas, l'exposition ne sera pas laissée à la dérive. Donc maintenant, je vais vous expliquer la différence entre un ETF synthétique financé et un ETF synthétique non financé. Je dois vous avouer qu'avant cette vidéo, j'en avais jamais entendu parler et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Donc en Europe, vous allez surtout retrouver des swaps qui sont non financés. Donc c'est le swap en fait, on va dire classique que l'on connaît tous. Je vais vous réexpliquer comment ça marche, vous allez voir que c'est vraiment le swap traditionnel. Donc l'ETF détient un portefeuille réel, il signe un contrat de swap où il échangera uniquement les différences de performance entre les deux paniers d'actifs, comme je vous l'explique depuis le début de cette vidéo, et l'ETF détient en échange un collatéral qui couvre la valeur du swap. Ça c'est donc le swap non financé. Mais il existe aussi des swaps financés. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et bien dans un swap financé, en fait l'ETF il va transférer du cash à la contrepartie, donc à la banque. La banque, dans tous les cas, elle s'engage à livrer la performance de l'indice et elle fournit toujours un collatéral en garantie, ça c'est obligatoire. Mais du coup, dans ce cas de figure, la dépendance au mécanisme de collatéralisation est beaucoup plus centrale. Mais dans les deux cas, comme je vous l'ai dit, l'ETF détiendra toujours un collatéral au cas où la contrepartie serait amenée à faire défaut. Donc ce collatéral, son rôle, c'est vraiment de servir de garantie. Si à un moment donné, la banque doit 3 millions d'euros à l'ETF, l'ETF doit avoir au moins 3 millions d'euros d'actifs en garantie. Et ces actifs, ils doivent être liquides, être valorisés régulièrement, être décotés et respecter des critères de qualité. Donc là, le point important que je veux aborder avec vous, c'est la décote. Si par exemple, on va dire que c'est des obligations qui sont données en garantie et que ces obligations, elles valent 100 euros sur le marché, et bien en fait, l'ETF, il va partir du principe qu'en fait, elles ne valent pas 100 euros, mais 95 euros. En fait, l'ETF, il va toujours prendre une marge de sécurité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les marchés, c'est toujours volatile et donc l'ETF prend toujours une marge de sécurité parce que l'objectif, c'est toujours que le collatéral couvre ce que la banque doit à l'ETF. Toujours. Donc, bien évidemment, plus les actifs qui seront en collatéral seront volatiles, plus la décote sera élevée. Mais du coup, alors c'est quoi les risques réels et concrets? Comme on l'a vu dans la vidéo sur les prêts de titres la semaine dernière, le principal risque, ça reste toujours le défaut de la contrepartie. Mais du coup, il faut bien comprendre qu'en fait, ce risque, il est limité à la valeur nette du swap, la différence de performance entre les deux paniers d'actifs. Et il faut bien comprendre aussi que l'ETF est censé avoir un collatéral en garantie. Donc vous voyez que ce risque, il est quand même considérablement réduit, mais il n'est pas inexistant. Puisqu'en fait, il se peut qu'à un moment donné, le collatéral ne couvre plus totalement l'exposition. Comme vous le savez, les marchés sont volatiles et s'il y a un mouvement qui est assez violent, ça peut quand même aller assez vite. Du coup, on peut aussi avoir un risque sur le collatéral, forcément. Imaginez que les actifs qui sont détenus en collatéral, eux, s'effondrent, le collatéral ne vaut quasiment plus rien, et là, bien évidemment, si derrière, on a un défaut de la contrepartie et un collatéral qui s'est effondré, là, forcément, c'est très problématique. Et il peut y avoir également un risque opérationnel. Je vous ai dit tout à l'heure, quand l'écart se creuse entre les performances des deux paniers d'indices, il y a tout un tas de mécanismes qui peuvent se mettre en route, comme les appels de marge par exemple, et donc on peut avoir plusieurs risques liés à ça, comme une gestion défaillante des appels de marge, ou encore une mauvaise valorisation du collatéral, des erreurs de processus, des délais dans les transferts de garantie, tout un tas de risques opérationnels. Donc en fait, pour faire simple, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'un ETF synthétique, ce n'est absolument pas un chèque en blanc que vous faites à une contrepartie mystérieuse et inconnue. Le risque ne portera jamais sur 100% du portefeuille, uniquement sur un écart de performance. Et en plus de ça, cet écart de performance, il est plafonné, il est collatéralisé et il est mis à jour de manière journalière. Donc finalement, vous voyez que le risque, il existe, mais il est quand même minime. Donc pour conclure, sur un ETF synthétique, le risque de contrepartie
il est existant, on ne peut pas le nier. C'est un risque qui est structurel à l'ETF synthétique. Mais il est quand même très encadré, très limité et très surveillé. Donc finalement, la vraie question, c'est pas de se dire est-ce qu'un ETF synthétique est plus risqué qu'un ETF physique? La vraie question, c'est est-ce que vous comprenez les risques que vous prenez quand vous achetez tel ou tel actif? Et ça doit être la base de tout. Si vous savez quel risque vous prenez, vous savez si vous pouvez y aller ou pas y aller en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et moi j'espère justement vous retrouver sur la prochaine vidéo. Et je vous dis allez ciao, à la prochaine!